Bonjour, bienvenue dans cette présentation du plan climat de Paris pour une ville neutre en carbone, juste, inclusive et résiliente, adoptée par le Conseil de Paris en mars 2018. Tout d'abord, revenons aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'un plan climat? Un plan climat à l'échelle d'une collectivité, c'est une politique publique de lutte contre le changement climatique avec deux grands objectifs. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire les polluants atmosphériques. Ceci s'appelle la partie atténuation et adapter la ville, le territoire face aux futurs aléas climatiques, parfois déjà présents, comme pour Paris, les inondations ou les canicules. La partie adaptation. Un plan climat, ça a deux parties, une partie atténuation, une partie adaptation. Ce n'est pas le premier plan climat de la ville de Paris. Depuis 2007, Paris a engagé une politique dynamique et volontariste de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, avec deux plans climat adoptés en novembre 2007 et en décembre 2012, à chaque fois à l'unanimité, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% en 2020 par rapport à 2004. En 2015, ces plans ont été complétés par une stratégie holistique d'adaptation au changement climatique face à tous les aléas et à la raréfaction des ressources. En 15 ans, le plan climat s'est progressivement intégré à l'ensemble des politiques publiques de la municipalité, de l'aménagement urbain en passant par la gestion des déchets, la rénovation des logements sociaux, la dynamique avec le secteur tertiaire et bien évidemment la végétalisation de Paris pour réduire l'impact des îlots de fraîcheur. Pour élaborer ce nouveau plan climat, exactement la même méthode que précédemment, une large concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire, de plus en plus présents dans l'action du changement climatique, les citoyens, les entreprises, les scientifiques, les associations, les partenaires sociaux. Grande concertation de novembre 2016 à mars 2017 avec plus de 700 propositions qui ont été publiées sur paris.fr et ensuite un travail avec l'ensemble des partenaires, les services, l'administration, mais aussi un comité stratégique, un comité scientifique pour évaluer et adapter chaque proposition. Le document, avant d'être soumis au Conseil de Paris, a été soumis à la Haute Autorité environnementale de la France. Et enfin, le plan climat a été adopté définitivement en mars 2018. 700 propositions, issu de la concertation, plus de 500 mesures dans le plan climat pour dessiner finalement un projet de société. Pas uniquement une ville neutre en carbone, mais une ville juste, inclusive, respirable, résiliente. Un projet partagé avec une gouvernance partagée, aussi avec des nouvelles solidarités à définir et des nouveaux outils financiers à découvrir, à créer. C'est tout ceci qui se résume dans le plan climat. La diapositive présente la trajectoire de neutralité carbone adoptée par le Conseil de Paris à l'horizon 2050. Il est clair qu'il est nécessaire d'accélérer les actions déjà engagées entre 2020 et 2030 pour tenir ce challenge. L'un des grands défis pour Paris et ses émissions intramuros, ses émissions locales directes, c'est de diviser par deux la consommation énergétique de tous les bâtiments, des systèmes de transport et se doter de 100% d'énergie renouvelable. Enfin, pour adopter la neutralité carbone en 2050, il sera nécessaire de compenser les émissions résiduelles du territoire, celles de l'aviation, celles de l'alimentation par exemple, en investissant dans la compensation, en contribuant par exemple au maintien des terres agricoles, à la reforestation en Île-de-France ou sur le territoire national, voire à l'étranger. Donc le nouveau plan climat de Paris a deux objectifs, zéro émission locale en 2050 et neutralité sur l'empreinte carbone. En 2014, l'empreinte carbone de Paris a été évaluée à 25 millions de tonnes d'équivalent CO2. Elle se distingue en deux grandes parties. Toutes les émissions directes du territoire sont ici en bleu. Cela correspond à toute la consommation énergétique des immeubles parisiens, des véhicules qui roulent dans Paris, la gestion des déchets et le microsecteur de l'industrie parisienne. Il pèse environ un peu plus de presque 6 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 2014, mais il ne représente finalement que 25% de l'empreinte carbone du territoire, 75% des émissions générées par le territoire de Paris, par toutes nos activités au quotidien, ou nos activités professionnelles ou ludiques, sont émises à l'extérieur du territoire. Le premier secteur, c'est l'aviation, avec tous les vols utilisés par les Parisiens pour leurs loisirs ou pour leur travail, et toutes les marchandises importées via des transports aériens en cargo, mais aussi l'alimentation,
nous consommons tous les jours des produits issus de terres agricoles principalement françaises qui émettent des gaz à effet de serre et donc on les retrouve, on va dire, dans l'assiette carbone de Paris. Et le dernier secteur, c'est tous les transports routiers qui impactent Paris, les allers-retours des travailleurs parisiens qui vont travailler en banlieue et inversement, et tous les transports routiers longue distance qui impactent la capitale. Il est à noter donc que les émissions locales représentent 25% de l'empreinte carbone du territoire. Pour information, les émissions de l'administration représentent 1,2% des émissions de l'empreinte carbone. Un plan climat donc doit gérer l'atténuation et la réduction de toutes ces émissions de gaz à effet de serre et aussi d'améliorer le cadre de vie, préparer le territoire à son adaptation nécessaire au changement climatique, mais aussi améliorer au quotidien la qualité de l'air pour préserver la santé des Parisiens. Cette diapositive présente toutes les thématiques qui sont regroupées dans le nouveau plan de climat de Paris. Vous voyez des thématiques en gris clair, ce sont les thématiques plutôt classiques d'un plan climat de Paris ou d'ailleurs à Nantes, Grenoble, Lyon, Toulouse par exemple. Thématiques plutôt techniques, thématiques de la gestion, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais gérer un plan de neutralité carbone nécessite d'autres ambitions, nécessite une nouvelle gouvernance, nécessite une mobilisation générale à tous les niveaux, des citoyens aux entreprises, en passant par tous les acteurs économiques du territoire. Mais aussi un plaidoyer pour pouvoir aligner les politiques régionales, nationales, voire européennes, pour qu'on aille tous dans le même sens et qu'on s'accélère ensemble. Et enfin, préserver ce cadre de vie extrêmement important en améliorant la qualité de l'air et adapter le territoire de Paris. Et enfin, tout ceci ne se fera pas sans argent et de découvrir des nouvelles méthodes de financement. Voici un gros résumé de tout ce que est ce projet de société, le nouveau plan climat de Paris. Alors, si on regarde quelques sections au focus, l'objectif principal, zéro émission locale. Pour cela, on l'a dit, diviser par 2 la consommation énergétique, 100% renouvelable, donc 20% local. Bien évidemment, il sera extrêmement difficile de produire beaucoup plus sur le territoire de Paris, mais on espère, par la géothermie, le solaire, produire 20% des émissions de la consommation énergétique au niveau local. Pour cela, continuer à réduire drastiquement la consommation énergétique, principalement dans les immeubles, et se doter provisoirement et remplacer dans les réseaux les énergies dites fossiles par les énergies renouvelables. Si on regarde précisément ce que ça signifie dans le bâtiment, secteur clé des émissions de gaz à effet de serre au niveau local, je vous rappelle que le secteur résidentiel tertiaire pèse plus de la moitié des émissions locales. Il est important de rénover le stock de bâtiments. Bien évidemment, il est extrêmement fondamental de construire des nouveaux immeubles très peu émetteurs de gaz à effet de serre, très peu consommateurs, mais cela ne représente pas un renouvellement du parc assez important. Il faut, dans les 30 ans qui viennent, rénover 1 million de logements sociaux et privés et 50 millions de mètres carrés de tertiaires, bureaux, cafés, hôtels, restaurants, commerces. C'est le chantier du siècle. C'est plus de 80 millions de mètres carrés au total à rénover. Cela représente un énorme défi pour le monde du bâtiment, un énorme défi de formation, une énorme manne financière aussi, d'emplois locaux. C'est le défi du nouveau plan climat. Un autre grand défi, bien évidemment, c'est réduire l'impact de la mobilité urbaine sur le territoire, avec la volonté d'améliorer rapidement la qualité de l'air et donc d'interdire tout véhicule thermique, essence et diesel à l'horizon 2030 et diesel dès 2024. Pour cela, accélérer le déploiement des pistes cyclables à Paris et redévelopper la logistique urbaine pour permettre le dernier kilomètre dans des modes les plus doux, les moins impactants sur le secteur de la mobilité. Si on regarde ce que ça signifie concrètement sur le secteur de la mobilité, ça veut dire de continuer à réduire le trafic en termes de millions de kilomètres parcourus qui impactent le territoire parisien, mais aussi rapidement pour compenser la disparition des véhicules diesel et essence, développer les infrastructures pour permettre à ceux qui ont encore besoin de leurs véhicules, comme les travailleurs professionnels du bâtiment, de se doter de véhicules au GNV ou à l'électricité, et pour cela, nous devons, dans les 10 ans, développer toutes les infrastructures énergétiques pour pouvoir les alimenter et que ces infrastructures, progressivement, se fournissent en énergie verte. C'est le défi des collectivités, actuellement, devenir un peu les stations essence d'énergie verte des territoires.
Ainsi, nous ferons un coup double, une réduction des émissions de gaz à effet de serre et surtout l'amélioration rapide et directe de la qualité de l'air avec un grand objectif pour Paris. Aucun Parisien exposé en 2024 au seuil de critères de la pollution de l'air au niveau des règles européennes et en 2030 de respecter les règles de la santé mondiale définies par l'OMS ainsi. L'alimentation est un grand défi, même si Paris n'est pas un territoire agricole. Nous l'avons prouvé sur la politique d'achat public pour les cantines parisiennes. La restauration collective parisienne pèse 30 millions de repas et depuis le début du premier plan climat, cette restauration va bientôt atteindre 50% d'alimentation issue de l'alimentation durable et biologique. Le but est de continuer à maintenir cette volonté, cette dynamique d'alimentation durable dans la restauration collective, mais aussi d'en faire partager ce savoir et ces expériences au niveau du territoire et ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation, mais surtout d'améliorer la qualité des produits et donc la qualité et la santé des Parisiens et de redévelopper l'agriculture biologique en Île-de-France de proximité. Ce sont les grands objectifs que 50% des produits en 2030 qui sont consommés à Paris reviennent d'Île-de-France. Un petit rappel, hein, l'empreinte carbone des aliments. Le plan climat de Paris souhaite le développement des menus flexitariens avec une réduction importante de la part carnée. Certains animaux émettent naturellement plus d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le cas du bœuf ou du veau, mais vous pouvez voir aussi qu'entre une tomate française hors saison, sous serre, et une tomate locale de saison, les émissions varient d'un facteur 7, donc il est extrêmement important de consommer des produits locaux de saison pour réduire l'empreinte carbone, non seulement en termes de production, mais en termes de mise à disposition de transport, pour réduire les émissions de transport des gaz à effet de serre. Le secteur des déchets n'est pas en reste, avec un objectif de zéro déchet non valorisé en 2030. C'est dans la continuité de zéro déchet enfoui, zéro déchet non valorisé signé par la ville de Paris au niveau international, avec une continuité sur la réduction des déchets ménagers et assimilés, un grand programme de réduction du gaspillage alimentaire en lien avec le plan alimentation durable, et enfin aussi le développement de la collecte des biodéchets pour favoriser le compost ou la méthanisation sont inscrits dans le plan climat. Ceci accompagne quand même le plan économie circulaire sur la circularité des matériaux, le recyclage des biens, tant dans le bâtiment, dans la réparation, afin de développer de plus en plus de produits en matière recyclée et prolonger la durée de vie et ainsi éviter l'extraction de ressources naturelles et ainsi des émissions de gaz à effet de serre. Le climat change. Vous le savez, vous l'avez déjà constaté. Il s'accélère de plus en plus dans le nord de l'Europe. Les prévisions pour Paris sont d'une élévation de température de plus 2 à plus 4 degrés aux alentours de 2050. La canicule, les îlots de chaleur sont les premières vulnérabilités du territoire de Paris dont nous devons nous préserver. Nous devons aussi avoir une vigilance face aux grandes pluies d'orage et à la baisse de la ressource en eau à partir de 2050. Sans oublier bien évidemment les inondations qui peuvent revenir. Nous avons eu 2 rappels à l'ordre récemment sur le territoire de Paris, dont une crue exceptionnelle début juin qui n'avait jamais été connue, avec un coût important quand même pour la collectivité, et l'impact sur les services économiques, les services de transport du territoire. Heureusement, peu d'impact sur la santé des Parisiens pour le moment. Des pluies d'orage aussi apparaissent de plus en plus souvent. Ici, vous avez des photos et vidéos des pluies d'orage du 9 juillet 2017, où en 1 heure, nous avons reçu 1 mois de précipitations. Il faut aussi s'en préserver. Cette pluie d'orage, par exemple, avait fermé 15 stations de métro pour la fin de la journée. Certaines ont repris le lendemain matin. Ce sont des aléas auxquels nous devons nous préparer.
Mais l'aléa principal, je le citais, c'est les fortes chaleurs, la canicule. Vous notez par exemple sur la carte de vigilance météorologique en haut à droite que quand il y a une canicule annoncée sur l'ouest de la France, tout à coup il y a un département sur lequel cette canicule est aussi annoncée, c'est Paris. Paris est une ville extrêmement dense, extrêmement minérale et qui développe favorablement les îlots de chaleur urbains qui accélèrent la sensation de canicule et d'élévation de température. Les records ne cessent d'être battus année après année. En 2017, 21 juin, record historique de 37 degrés. Et en 2019, record historique de 40 degrés 6 le 25 juillet. Je vous rappelle que c'était une température à l'ombre et qui faisait plus de 50 degrés dans les rues de Paris à ce moment-là. Notre urbanisme, notre mode de vie doivent tout à coup s'adapter pour pouvoir résister à ces températures qui peuvent devenir les températures à peu près normales entre 2030 et 2050 pour des étés parisiens. Pour cela, le Conseil de Paris, avec toute la concertation dont le programme a été issu, a décidé de renforcer la partie adaptation au changement climatique du plan climat. C'est une partie aussi importante que la partie atténuation maintenant, avec un objectif principal, 40% de territoire en surface végétalisée et perméabilisée d'ici 2030, pour une ville beaucoup plus résiliente, beaucoup plus inclusive, une ville qui fait attention à ses plus précaires, à ses plus vulnérables pendant ses alertes. Ça peut être aussi des alertes de grand froid, mais comme des alertes de grande canicule, avec un objectif de rafraîchir la ville au maximum par toutes les solutions possibles, perméabiliser le territoire, végétaliser en pleine terre et des outils de rafraîchissement de mobilier urbain si c'est nécessaire dans des endroits où on ne peut pas planter en pleine terre ou planter des arbres, etc. C'est redonner une place importante à l'eau, à la végétalisation, à la nature, tout en préservant la veille sur la biodiversité, tout en anticipant aussi des crises sanitaires éventuelles de propagation de nouvelles maladies. C'est l'enjeu de la partie adaptation pour les 20 prochaines années sur le territoire de Paris. Actuellement, il y a un programme pour développer des îlots de fraîcheur sur le territoire, avec un objectif de aucun Parisien à moins de 7 minutes à pied d'un îlot de fraîcheur. Nous sommes actuellement en pleine journée, avec 95% de la population parisienne couverte, mais ce chiffre descend fortement pendant la nuit. Or, c'est la nuit aussi que nous avons besoin de rafraîchissement quand les appartements commencent à être trop chauds. Et donc, il faut accélérer le développement des îlots de fraîcheur, comme on l'a cité, par la végétalisation, la perméabilisation des sols, le rafraîchissement des toits aussi. Nous pouvons planter à tout niveau, à toute hauteur. C'est l'objectif, et pas seulement par les pouvoirs publics. Aussi redonner le pouvoir aux citoyens, c'est le cas du permis de végétaliser par exemple, ou par l'urbanisme intelligent. Ici vous avez une photo de nous dans des nouvelles ZAC. Il faut que les nouvelles zones d'aménagement concerté ou les grands projets de renouvellement urbain n'amplifient pas les îlots de chaleur, mais surtout contribuent à la réduction et au développement des îlots de fraîcheur, ou par l'agriculture urbaine sur les toits, ou dans des rues étroites, ici la végétalisation de trottoirs par la débitumisation du sol. Voilà des grands projets qui vont émailler au fur et à mesure de cette ville dans les 10 prochaines années et auxquels le prochain plan local d'urbanisme pourra fortement contribuer aussi par l'outil réglementaire. Enfin, il faut financer cette transition écologique. Financer, inciter, innover, ce sont les démarches qu'a entrepris la direction des finances pour ce plan climat. D'autres programmes étaient déjà en cours et ont été renforcés. Il a été décidé dans le cadre du nouveau plan climat que 20% du budget participatif devrait être consacré à des actions de transition écologique et d'adaptation au changement climatique. Et on voit beaucoup de projets financés par le budget participatif de végétalisation du territoire. La ville aussi, pour financer ces actions vertes empruntent via des obligations vertes qui ont des critères d'exigibilité un peu plus exigeants sur la qualité des projets, mais qui permet de certifier des projets en termes de financement et d'obtenir des gains financiers non négligeables. Et enfin, il faut aussi financer la transition écologique des acteurs privés et accélérer. Il faut faire venir l'argent privé vers des projets privés, et c'est pour ça que Paris a créé le Paris Fonds Vert, qui est un fonds d'investissement d'aide aux entreprises qui investissent dans la transition écologique pour développer des solutions pérennes pour le territoire de Paris, mais aussi pour l'ensemble de l'économie. Et grâce à la volonté de la ville de Paris, Paris Fonds Vert réunit actuellement 150 millions d'euros, dont 15 millions de la ville de Paris, par l'ensemble des partenaires cités par la diapositive. Et actuellement, 6 projets ont déjà été financés, entreprises ont été financées par Paris Fonds Vert.
Mobilisation générale, mobilisation à tous les étages. Par un petit rappel, la ville de Paris est responsable directement par sa gestion de son administration, sa flotte publique, etc., d'1%, quasiment, des émissions du territoire. Par les décisions municipales, rénovation de logements sociaux, traitement des déchets, choix urbanistiques, etc., la maire de Paris ou le maire de Paris peuvent influencer sur 20 à 25% des émissions du territoire. Le reste dépend de décisions nationales et européennes, c'est le cas sur l'alimentation par exemple, ou les choix énergétiques des réseaux, mais aussi de choix privés, des citoyens aux entreprises. C'est pour ça qu'il faut une gouvernance partagée, une co-responsabilité, ce n'est pas qu'une responsabilité publique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'empreinte carbone du territoire, c'est une mobilisation partagée, comprise lors de la concertation, et c'est pour ça que nous avons développé, dans le cadre du nouveau plan climat, une nouvelle gouvernance. La première, c'est que ce plan a été voté aussi par les citoyens, il a été voté par le Conseil de Paris à l'unanimité. Un mois plus tard, il a été voté par les citoyens, qui ont voté massivement pour ce plan climat, et ont lancé aussi une nouvelle démarche. Ils pouvaient aussi devenir des volontaires du climat, sorte de supporters, ambassadeurs locaux du plan climat au quotidien. 15 000 personnes se sont inscrites à ce moment. Depuis, ils sont 25 600 à avoir rejoint les volontaires du climat pour agir au quotidien, dans son immeuble, dans sa famille, dans son entreprise, et sur des opérations et des missions spéciales que la ville développe avec ses partenaires associatifs avec eux. Mais aussi, nous avons des entreprises qui, depuis 2012, ont signé la charte Paris Action Climat. 71 grandes entreprises ont signé cette charte, formant des clubs, regroupant plus de 520 entreprises maintenant, petites, grandes, internationales, locales, avec une volonté de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de transmettre un savoir, de monter en compétences, de partager des décisions et des moyens. Et finalement, tout ce monde se retrouve dans une nouvelle gouvernance qui s'appelle l'Agora du climat, qui a 4 collèges. Un collège citoyen, majoritaire, un collège entreprise, un collège associatif et un collège observateur, l'administration. Pour assister au débat, cette Agora se réunit, examine l'avancée du plan climat année par année et propose des actions prioritaires à agir. Cette gouvernance va être approfondie année par année, mais maintenant le plan climat est une décision collective partagée avec l'ensemble de la société civile parisienne. Enfin, nous avons parlé de transition juste. Transition juste d'abord en interne. Sur le territoire de Paris, réduire la précarité énergétique, réduire la précarité alimentaire sont des axes principaux du plan climat. Mais le but n'est pas aussi d'opposer un monde urbain à un monde rural, un monde urbain écologique adapté à un monde rural, entre guillemets, fossile, avec des engrais, etc. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de partager ces compétences, c'est de partager cette transition, mais c'est aussi d'une interdépendance. Il est nécessaire maintenant de reconnecter la ville avec son bassin rural. Cela fonctionne très bien pour Paris, cela fonctionne pour toutes les villes. Avec 3 grands drivers, 3 grands leviers. Nous devons développer des énergies renouvelables pour alimenter les villes. Il n'y a pas assez de place sur un territoire urbain pour pouvoir développer autant d'énergie que consommer sur un territoire. Il faut donc investir. Pourquoi investir extrêmement loin quand on peut investir en proximité, sur des éoliennes, sur des panneaux solaires, sur des toits, sur des sols, pour pouvoir redonner aussi une valeur économique à certains territoires. Nous souhaitons redévelopper l'agriculture biologique locale, avec un objectif de 50% d'alimentation issue du bassin parisien. C'est un moyen de réinvestir en région Île-de-France et en région en proximité, et donc de redonner de la valeur agricole importante, d'éviter un émiettage urbain, et le dernier levier pour cela, c'est aussi la compensation carbone, en redonnant des crédits carbone, une valeur économique à des territoires agricoles, à des territoires forestiers, pour éviter qu'ils se fassent ronger par des activités commerciales ou tertiaires. Ainsi, avec ces 3 leviers, de transition écologique, mais de transition économique, nous redonnons de l'emploi, de la valeur aux territoires ruraux et une interdépendance positive entre la ville-centre et son bassin rural de proximité, en recréant de l'emploi, du dynamisme économique et en évitant aussi tout à coup des transports. C'est un des objectifs de transition juste du plan climat de Paris et qui commence à s'essaimer aussi dans d'autres plans climat, nationaux et internationaux. Enfin, pour conclure, voici les derniers chiffres du bilan des émissions de gaz à effet de serre de 2018, qui a été publié en janvier 2020, qui donne donc l'évolution et la trajectoire. L'empreinte carbone est toujours
au-delà de 20 millions, avec un secteur d'aviation et d'alimentation qui baisse légèrement. Les émissions locales pèsent toujours à peu près 20%, 25% des émissions globales. On note en revanche que le secteur résidentiel a massivement baissé ses émissions sur les 15 dernières années, que le secteur tertiaire ralentit un tout petit peu et un énorme gain est constaté sur les transports intramuros avec plus de 50% de gains. Il donne la trajectoire de neutralité carbone mise à jour suivante avec la ligne rouge qui indique tout à coup une accélération quand même de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on le voit, et avec les objectifs qui seront globalement atteints pour 2020. Bien évidemment, les émissions de 2020 seront exceptionnellement basses, avec 3 mois de crise du coronavirus et une reprise lente des activités économiques. Le point sera, entre guillemets, une erreur sur la courbe et redeviendra à peu près à la normale en 2021. Mais il faut profiter de cette dynamique positive. Une grande marche a été levée en accomplissant la première étape du plan climat. Maintenant, le nouveau défi, c'est 2030. Une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre globales, de 50% au niveau local. C'est un énorme défi pour demain que toute la société parisienne a en co-responsabilité. Cette présentation est maintenant terminée, elle sera disponible sur l'intranet et le plan climat est disponible sur paris.fr dans sa version complète en français, en anglais, en espagnol et dans sa synthèse en français et en anglais. Je vous remercie pour votre attention. Bonne journée.